Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, jour de vote au Sénégal. Plus de 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche 17 novembre dans le cadre des législatives. Objectif, élire 165 députés qui siégeront pour les 5 prochaines années. Le pouvoir en place entend obtenir la majorité des sièges afin d'enclencher son programme de rupture. Le Cameroun amorce enfin le projet de construction d'un port sec à Ngaoundéré, un projet structurant attendu depuis 50 ans. Une équipe ministérielle était en visite sur le site situé à Beka Matari, site qui s'étend sur plus de 200 hectares. Et puis, découverte en fin d'édition de Yodi, l'IA togolaise au service du patrimoine et de l'innovation. Après une campagne tumultueuse, les Sénégalais votent ce dimanche dans le cadre des élections législatives. Environ 7,3 millions d'électeurs sont appelés à élire 165 députés qui siégeront pour 5 ans. Gagner pour amorcer la rupture, c'est l'objectif du parti au pouvoir. En effet, obtenir la majorité au Parlement permettra à la nouvelle équipe gouvernementale d'appliquer le programme de rupture pour lequel elle a été élue il y a 8 mois. Le scrutin qui s'est ouvert à 8 h se poursuivra jusqu'à 18 h. Fatma Niang, notre envoyé spécial à Dakar, nous fait le point sur son avancée. Nous sommes dimanche 17 novembre 2024 à Dakar, un jour décisif pour l'avenir politique du Sénégal. Ce jour marque le vote pour les élections législatives anticipées, des élections qui font suite à la dissolution du Parlement issu du scrutin de 2022, une dissolution décidée par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye le 12 septembre 2024. L'objectif est clair, obtenir une majorité parlementaire favorable à son parti, le PASTEF, afin de concrétiser les promesses de rupture et de réforme sur lesquelles il a été élu. Plus de 7,3 millions d'électeurs inscrits, dont près de 7 millions au niveau national et environ 338 000 dans la diaspora, sont appelés à choisir les 165 membres de la 15e législature. Pour cette occasion, 7 048 lieux de vote ont été établis à travers le pays et à l'étranger, répartis sur un total de 16 440 bureaux de vote. Je suis satisfait, c'est calme et tout se passe bien dans l'ensemble, honnêtement. Aucune difficulté. Par ailleurs, 41 listes sont en compétition, parmi lesquelles le PASTEF, avec le Premier ministre Ousmane Sonko à sa tête, la coalition Takoualou, dirigée par l'ex-président Macky Sall, ainsi que d'autres formations comme Djamak Ndiarine, conduite par Amadouba, ancien Premier ministre, et Samoussa Kadou, dirigé par le maire de Dakar, Barthélémy Toye-Diaz. Le vote a débuté ce matin à 8 h et les électeurs ont jusqu'à 18 h pour exprimer leur choix. Si le déroulement du vote semble jusque-là fluide et serein, l'issue de ce jour sera déterminante pour la démocratie sénégalaise et pour la capacité du président Faye à gouverner sans entrave dans les années à venir. Fatma Niang depuis Dakar pour Africa 24. C'est un projet innovant, un projet intégrateur. Il s'agit de la construction d'un port sec dans la ville de Ngaoundéré, située au nord du Cameroun. Le projet, qui est dans les documents du gouvernement depuis l'ère de l'ancien président Amadou Ahidjo, verra-t-il enfin le jour? Tout porte à y croire. En effet, une mission interministérielle s'est récemment rendue dans la ville de la région de l'Adabawa afin d'effectuer une visite sur le site de construction de cette infrastructure. En cas de concrétisation du projet, le port sec de Ngaoundéré jouera un rôle déterminant dans le désenclavement de cette zone et le renforcement des échanges économiques entre les pays de la CEMAC. Le point dans cet élément, signé Joseph Moifo. Le 10 décembre 1974, le Cameroun, par l'initiative de son président Amadou Ahidjo, inaugurait à la gare ferroviaire de Ngaoundéré son transcamerounais. À la même occasion et devant ses pairs des autres pays africains, le président camerounais a annoncé le projet de construction d'un port sec à Ngaoundéré. 50 ans après, le projet est finalement lancé. Ce 12 novembre 2024, une mission interministérielle conduite par le professeur Amat Tom a effectué une visite du site de construction du futur port sec de Ngaoundéré. Le site, qui se trouve dans la localité de Beka Matari, dans la ville de Ngaoundéré au Cameroun, couvre une superficie de 200 hectares, extensible à 300 hectares. Objectif de ce déplacement sur le terrain, faire une reconnaissance du site et apprécier le travail déjà fait par ici,
sur du projet de construction d'un port sec dans la ville de Ngaoundéré. La genèse de ce projet, comme vous le savez, remonte à plusieurs décennies. Mais à partir de 2019, le gouvernement a pris la résolution de lancer ce projet. Projet d'intégration sous-régionale, projet innovant. Cette infrastructure de grande envergure pour le Cameroun permettra de booster l'économie de la région de la Damawa, du Cameroun, voire même de la sous-région Afrique centrale. L'impact de ce projet pour la région de la Damawa, pour le Cameroun et même pour la sous-région n'est pas démontré. Vous connaissez tous l'intensité du trafic en termes de marchandises, en transit pour le Tchad et pour la Centrafrique et dans une certaine mesure même pour le Nigeria. L'un des objectifs du futur port sec de Ngaoundéré sera de faire certaines opérations de dédouanement directement en Ngaoundéré, ce qui permettra le désengorgement des autres ports maritimes que sont les ports de Douala, Limbe et Kribi. Pour la population de Bikamatari, c'est une fierté d'avoir une telle infrastructure dans la ville de Ngaoundéré. Nous sommes très contents d'avoir ces projets dans notre localité. Ça va développer notre localité et ça va nous amener beaucoup de travail pour nos jeunes dans la localité et en plus en Ngaoundéré. Point de convergence pour les trois ports maritimes camerounais. Le port sec de Ngaoundéré devrait participer à l'amélioration des performances des infrastructures maritimes du pays. Le bureau d'études a 12 mois pour achever les études débutées en juin 2024. Les résultats de ces études sont attendus en juin 2025 pour donner place à la recherche du financement. On reste dans la région du nord du Cameroun où l'hôpital annexe de Mokolo a accueilli le 14 novembre dernier le docteur Senen Outon, directeur général du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA. Visite qui avait pour objectif d'améliorer l'offre de services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes, contribuant notamment à leur bien-être et à la réduction de la mortalité maternelle. Le point dans ce reportage de Joseph Mwafo. Le Cameroun est engagé depuis quelques années à la promotion de la santé de reproduction en général et des femmes en particulier. Selon l'enquête démographique et de santé EDS de 2018, le pays compte 17 228 femmes et filles porteuses de fistules obstétricales. Une bonne partie des victimes de cette affection se trouve dans la partie septentrionale du Cameroun. Selon les dernières données, 78,9% des femmes ayant une fistule sont à la recherche d'un traitement, alors que 17,4% des femmes ayant des symptômes d'une fistule subissent une opération. La fistule obstétricale, cette lésion dévastatrice, est bien plus qu'une simple complication médicale, car elle brise des vies et détruit des familles. Elle est le témoin poignant des inégalités profondes qui persistent dans nos sociétés et des violences insidieuses que subissent les femmes et les filles. Soucieux de l'ampleur de la situation, le gouvernement du Cameroun, appuyé par son partenaire l'UNFPA, a entrepris depuis quelques années des actions concrètes qui visent à aider les femmes et les filles victimes des fistules obstétricales. La visite du directeur général du Bureau régional pour l'Afrique centrale et de l'Ouest du Fonds des Nations Unies pour la population à l'hôpital régional annexe de Mokolo dans la région de l'extrême nord du Cameroun ce 14 novembre 2024 dans le cadre de la 3e édition de la campagne de lutte contre les fistules obstétricales. Cette visite vise à renforcer la lutte contre ces affections qui dégradent l'image de la femme, mais également à renforcer les efforts du Cameroun pour atteindre les objectifs de développement durable. Une femme atteinte de fistules obstétricales voit ses droits fondamentaux bafoués, son autonomie corporelle et sa dignité dégradées. Elle est rejetée par son mari et sa famille. Selon les experts, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Il s'agit notamment des mariages précoces et forcés des adolescents avant l'âge de maturité. La conséquence logique de cette situation est la déchirure lors de l'accouchement ou même lors des rapports intimes avec des partenaires qui sont généralement 2 à 3 fois plus âgés qu'elle. Des défis à relever. Au-delà des centres de réparation des fistules obstétricales, il est question à terme de parvenir à une convergence des efforts pour mettre fin aux considérations liées à cette maladie.
Cap sur le Togo à présent, où la technologie rencontre le patrimoine culturel. Une intelligence artificielle révolutionnaire baptisée Yodi s'attaque aux barrières linguistiques en connectant les langues Ewe et Kabyé. Ce projet innovant porté par la start-up togolaise Umbaji a récemment fait sensation lors de la 2e édition de l'atelier autour de l'IA qui s'est déroulé à Lomé. Steven Midjola et Marcia Lamenke. L'intelligence artificielle transforme le monde et elle prend désormais racine au Togo. Yodi, une IA innovante, va au bien-delà de la simple technologie. Elle a pour mission de préserver le patrimoine linguistique togolais tout en rendant la technologie accessible aux jeunes. Développée par Justin Bakoubolo, expert en analyse des données et des causes, Yodi, la Siri togolaise, a une IA multimodale capable de reconnaître, traduire et synthétiser la voix en Ewe et en Kabyé. Premièrement, Yodi peut tout simplement nous aider à apprendre les langues locales, donc à apprendre l'Ewe et le Kabyé. Par exemple, vous allez pouvoir écrire des mots et ça va sortir peut-être l'audio. Ça, c'est un exemple. Ensuite, un peu comme Siri, en fait, l'idée, c'est de vous permettre de donner des commandes et de faire exécuter des tâches au téléphone, par exemple. En Afrique, selon le média d'information technologie Easy Africa, l'intelligence artificielle pourrait ajouter jusqu'à 2,9 trillions de dollars au PIB d'ici 2030, malgré le fait que le continent ne représente actuellement que 2,5% du marché mondial. Les secteurs tels que l'agriculture et l'énergie bénéficient déjà de cette technologie malgré des obstacles liés aux infrastructures et à la disponibilité des données locales. Yodi, développé au Togo, s'inscrit dans cette dynamique en rendant l'IA accessible et adaptée aux besoins locaux. Présenté officiellement lors de la 2e édition du Grand Atelier Digital, qui est axé autour de l'IA, cet événement a rassemblé plus de 300 participants issus des secteurs publics, privés et de la société civile. Il s'agit essentiellement de faire de la planification au niveau stratégique et donc dimensionner ce que sera le futur pour le Togo en termes d'intelligence artificielle et aussi présenter des travaux de recherche opérationnels, donc pour avoir du concret. Il faut que le gouvernement arrive à adopter l'IA dans toute la chaîne de production pour qu'aujourd'hui, quand on a des problèmes complexes, des problèmes liés à l'environnement, à l'agriculture, à la santé, qu'on puisse exploiter les bienfaits de cette IA-là pour apporter des solutions durables et bien sûr créer des opportunités. Le Grand Atelier Digital a réuni cette année plusieurs projets ambitieux venus d'Afrique et d'ailleurs, tous porteurs d'innovation conçus pour répondre aux besoins locaux. Plus qu'un simple événement, c'est un lieu d'échange où chaque technologie est pensée pour améliorer le quotidien. Des décès largement passés sous les radars. C'est la triste conclusion d'un rapport établi par des chercheurs londoniens sur le conflit qui perdure au Soudan. L'étude réalisée par l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres démontre que depuis le début de la guerre, 26 000 personnes sont décédées dans le seul État de Khartoum. Un nombre bien plus important que celui établi par les Nations Unies à l'échelle nationale. Les détails dans ce sujet de Kamesh Katapoulé. Bombardements, massacres, tirs d'armes, le Soudan est depuis plus d'1 an dévasté par une guerre meurtrière. Une guerre qui met à rude épreuve la population, parfois privée de deuil. Les violents combats ont en effet rendu les cérémonies funéraires trop dangereuses dans les cimetières. Face à ce danger constant, les familles sont contraintes d'inhumer les victimes à proximité de leur maison. C'est difficile de voir qu'il est enterré ici, devant sa porte d'entrée. Ses filles n'ont toujours pas eu le courage de venir se recueillir sur sa tombe. C'est vraiment difficile, mais c'est la volonté de Dieu et nous ne pouvons rien y faire. Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à une guerre opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. Un conflit qui aurait fait près de 20 000 morts selon un bilan des Nations Unies. S'il est difficile d'établir avec précision le nombre de décès, des chercheurs londoniens estiment qu'il est largement sous-estimé. D'après une étude réalisée par l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres,
26 000 personnes sont décédées en raison des combats dans le seul État de Khartoum. Un conflit qui a par ailleurs amplifié une crise humanitaire majeure. Comme nous le savons tous, la malnutrition entraîne une faiblesse du système immunitaire en général. C'est l'un des facteurs qui a entraîné de nombreux décès, en particulier chez les femmes enceintes et les enfants. D'après l'ONU, la malnutrition sévère pourrait toucher cette année 3,7 millions d'enfants de moins de 5 ans. Parmi eux, 730 000 sont déjà atteints de malnutrition sévère aiguë. L'actualité sportive pour terminer. Retour sur la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. La Côte d'Ivoire affrontait la Zambie ce vendredi 15 novembre. Un match qui s'est soldé par une défaite des éléphants. La Zambie prend ainsi la tête du groupe G avec 10 points. Un match décisif s'annonce pour les Ivoiriens contre le Tchad le 19 novembre prochain à Abidjan. Résumé signé Esther Conan. Le 15 novembre 2024, à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025, la Côte d'Ivoire a subi un nouveau revers, s'inclinant face à la Zambie au stadium Lévi Onwanawasa, 1-0. Un coup de théâtre, ce sont les Chipolopolo qui ont ouvert le score à la 43e minute grâce à une frappe précise de l'attaquant Kennedy Moussonda. Après plusieurs offensives bien orchestrées, les Zambiens ont su déstabiliser la défense des éléphants, champions d'Afrique en titre, et s'offrir la qualification de la CAN Maroc 2025. Le plan de jeu de Fayemer, c'était pourtant clair, en affichant un milieu de terrain d'une telle qualité avec Seko Fofana, Franck Kessié et Jean-Eudes Aoulou. L'idée, c'était plutôt de garder le ballon, de maîtriser le match là, d'être beaucoup plus souverain, mais on s'est fait manger dans la bataille du milieu. Les Zambiens avec beaucoup plus d'envie, et ils l'ont montré, ils avaient cette niaque-là dans le match que nous, on n'a pas mis. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. On se disait qu'avec la présence de Simon Adengra et Evan Guesson, on pourrait plus avoir l'appel de balle dans la profondeur. Là encore, c'est zéro craché. Donc je pense que globalement, heureusement qu'on est qualifié avant ce match-là, et peut-être que c'est ce qui a joué aussi psychologiquement du côté des Ivoiriens. La Zambie, avec 10 points, est en tête du groupe G, suivi de la Côte d'Ivoire avec 9 points. La Sierra Leone, vainqueur face à la Côte d'Ivoire lors de la 4e journée, occupe la 3e place avec 5 points. Le Tchad ferme le classement avec 3 unités. S'il faut être réaliste, quand on regarde les 2 confrontations directes contre la Zambie, au niveau du jeu produit, on se dit finalement que la 2e place pour la Côte d'Ivoire n'est pas imméritée. Parce qu'en termes de jeu, en termes d'engagement, en termes d'envie, en termes de volonté, en termes de technicité même, on a été dépassé sur les 2 matchs. Donc logiquement, la Zambie termine en tête de ce groupe-là, compte tenu de la qualité de jeu produit. Et donc on a l'art de se mettre parfois dans le dur, et aujourd'hui on est obligé d'attendre l'issue de la 6e journée pour pouvoir espérer être en tête. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent le Tchad le mardi 19 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour la 6e et dernière journée des éliminatoires. Après leur défaite contre la Zambie, les Ivoiriens doivent impérativement gagner pour finir en tête de la poule G et compter parmi les têtes de liste au moment du tirage au sort de la CAN. Le match contre l'équipe du Tchad non qualifiée est donc décisif pour les éléphants. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.